Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde dédiée aux usages des messageries sécurisées de santé dans le secteur médico-social. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci sera disponible en replay. On vous mettra également en ligne le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat pour qu'on soit sûr de ne pas passer à côté. Et je passe la main à José pour cette table ronde. Bonjour à tous, merci de participer à cette table ronde au niveau du médico-social. Donc, nous allons donner la parole à trois personnes aujourd'hui. Donc, Pascal Jardin, qui est responsable des systèmes d'information à l'ADAPI 61, Marie-Laure Couvin, qui est adjointe de direction au GIP RASPEG, et Fabrice Philippon, qui est chef de service à la MDPH 51. Ils vont pouvoir vous exposer leur expérience. Et moi-même, donc, je suis responsable de déploiement MS Santé à l'Agence du numérique en santé. Alors, on a mené en fait une campagne de généralisation de la MS Santé au secteur médico-social depuis 2021, avec pour objectif de capitaliser sur l'expérience du déploiement au niveau du sanitaire, avec des travaux qui avaient été menés depuis 2020. Donc, l'objectif, c'était de prendre en compte les spécificités du médico-social, avec une sensibilisation au numérique assez hétérogène et un très fort volume de structures, quasiment le double du sanitaire. Et le troisième objectif, c'était de favoriser les logiques de réseau et de relais pour un déploiement coordonné sur le territoire. Et donc, bien sûr, tout ça sur fond d'impulsion feuille de route numérique, avec le programme Ségur et ESMS numérique. Alors, un bref état des lieux du raccordement à la MS Santé des ESMS. La moyenne nationale est de 26% de raccordement, en augmentation de 10% par rapport au mois précédent. Et vous voyez sur la carte de France une certaine hétérogénéité en termes de raccordement à la santé. Mais le raccordement ne fait pas tout. Il reste du chemin à parcourir pour l'équipement. Le raccordement ne fait pas tout et l'essentiel reste l'usage, comme nous allons le voir. Alors en 2022, les travaux de déploiement ont été engagés vers des acteurs cibles, donc les ESMS, avec un soutien global du national au déploiement des ESMS et aux éditeurs, dans l'intégration de MSS dans les solutions, dans les logiciels métiers, avec le Ségur médico-social et ESMS numérique. Ensuite, les DAC, pour leur permettre d'être équipés et de jouer un rôle de diffusion, vu qu'ils ont un rôle très central de coordination sur le territoire. Autres acteurs, les MDPH, avec lesquels on a mené une démarche pilote avec les volontaires, et pour étendre notre connaissance sur les échanges d'informations qui peuvent être complexes entre les données, au niveau des données de santé avec les différents partenaires, et pour identifier les freins au déploiement et à l'usage. Et puis, dernier acteur, les PMI. Donc, nous avons mené une expérimentation avec les PMI, plus exactement avec la PMI de Mayotte, qui est celle qu'on suit toujours aujourd'hui. Alors, le programme de cette table ronde, c'est de vous resituer le contexte, ensuite de parler du raccordement, comment ça s'est passé concrètement sur le terrain, et puis on va terminer par les usages de la MS Santé. Alors, tout d'abord sur le contexte, pour quelles raisons avez-vous souhaité au départ utiliser MS Santé ? Comment avez-vous procédé pour obtenir des informations sur MS Santé en amont de votre raccordement ? Alors, je vais donner la parole à Marie-Laure Couvin. Marie-Laure, si vous voulez bien nous partager votre expérience au niveau du raccordement. Alors, elle n'est pas connectée, on vient de lui renvoyer son lien de connexion. Alors, excusez-moi. Eh bien alors, on va passer à Pascal. Oui, pas de problème. Donc, nous, on s'est inscrit dans la démarche de la feuille de route numérique 2021. Et on a déployé les outils relatifs aux usagers. Et pour finir finalement par déployer le socle FCC au premier trimestre de l'année.
Pascal, on ne vous entend pas très bien. Ah bon? Enfin, je ne sais pas si je suis le seul. Il y a beaucoup de bruit. Ah oui, c'est mieux? voilà. C'est un petit peu haché. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, vous voulez que je reprenne? Donc, ce que je disais, c'est que l'ADAPI de l'Orne s'était inscrite dans la feuille de route numérique en santé en 2021 et on a déployé notre dossier de l'usager informatisé à partir de mi-2022 et on a terminé par l'œuvre du socle MS Santé au premier trimestre 2023. Voilà. Alors, pour quelles raisons? Ça faisait partie du contrat passé avec l'ARS Normandie, hein, où il y a des critères attendus de finalité sur le projet, sur cet appel à projet MS Santé, et dont les projets socles INS, DMP et MS Santé font partie. Pour obtenir des informations sur MS Santé, bien, on va dire qu'on a notre éditeur et aussi un fort accompagnement de l'ARS. Voilà. José, on ne t'entend pas. Désolé. Donc, eh bien, merci Pascal pour cette réponse. On va passer à l'expérience de Fabrice. Alors, bonjour. En 2022 a été lancé le projet pilote MDPH par la CNSA avec l'ANS pour que 3 à 4 MDPH puissent tester le raccordement des MDPH à MS Santé. Alors nous, ça faisait quelques années que nous étions déjà sensibilisés à cette question-là et souhaitions pouvoir avoir une messagerie sécurisée. Donc, on savait que la CNSA travaillait sur le sujet depuis quelques temps et c'était une réflexion nationale. Et nous avions cette démarche également de notre côté avec le département, sans pour autant avoir trouvé de solution. Donc, ça nous paraissait naturel de pouvoir s'inscrire dans cette démarche, d'autant que nous avons des échanges pluriquotidiens avec nos partenaires du sanitaire et du médico-social autour de situations et autour de la donnée de santé. Pour les informations, elles nous sont arrivées naturellement en s'inscrivant dans le projet pilote et que du coup, l'ANS nous a accompagnés, nous a présenté ce qu'était MS Santé lorsqu'on s'est lancé dans la démarche. Voilà. Eh bien, merci Fabrice pour ce retour. Effectivement, on a travaillé ensemble avec l'équipe médico-sociale. On va passer à la diapo suivante. Alors, pour ajouter un élément de contexte du raccordement MS Santé. Alors, s'il n'y avait qu'un seul argument en faveur de MS Santé à donner aux personnes qui nous écoutent, quel serait-il ? Alors, on donne la parole à Pascal. Pascal, à votre avis ? Alors, un seul argument, donc c'est un flux sécurisé avec une destination connue, hein, donc d'un professionnel de santé. Voilà. Ok. Et Fabrice, alors, à votre avis ? Je vais rejoindre Pascal, hein, c'est pouvoir garantir à notre interlocuteur de pouvoir échanger librement et simplement nos données de santé en garantissant l'identité de la personne qui est en face. Alors, effectivement, c'est un des piliers de l'AMS Santé, hein, où il y a une autorité d'enregistrement qui est affiliée à l'État, qui garantit l'identité des correspondants. Alors, on va peut-être répondre à quelques questions. Quentin, est-ce que tu veux nous exposer les questions que tu as pu relever ? Alors Quentin n'a pas de micro, je vais prendre la parole alors. Donc les questions sont, est-il possible de connaître les MDPH pilotes ? Alors oui, on a 65, 51, donc je parle en département, et puis 97,4, donc c'est la Réunion.
Ensuite, on a une deuxième question. Comment communiquez-vous avec vos partenaires usagers? Autrement dit, quels sont les autres outils ou pratiques que la MS Santé vient remplacer ou compléter? Donc là, on va laisser la parole peut-être à Fabrice pour changer, et puis ensuite à Pascal. Quel autre outil on utilise? Le papier, quand on veut garantir, le téléphone. Et on essaie de limiter au strict minimum. Alors aujourd'hui, on n'a pas de messagerie sécurisée, donc forcément, on utilise la boîte mail, mais forcément, on essaie de limiter au minimum quand on doit garantir le secret médical. Le secret médical, de toute façon, secret médical partagé ne tient qu'entre professionnels. Ça ne concerne pas quand on les échange avec l'usager, puisque c'est lui qui est détenteur de son secret. Donc, ça ne pose pas de difficulté particulière. C'est lui qui nous dit ce qu'il veut bien changer avec nous. Entre professionnels, voilà, on utilise beaucoup le téléphone, la version papier plutôt que la boîte mail qui doit être strict minimum, même si on ne peut pas s'en séparer complètement, d'où l'intérêt d'avoir une messagerie sécurisée. Et je vois dans le chat où il est évoqué la question de Outlook. À Outlook, nous, c'est notre outil de messagerie professionnelle qu'on utilise, mais ce n'est pas de messagerie sécurisée en données de santé, donc ce n'est pas fiable. Donc, à partir du moment où vous voulez être conforme à la RGPD et à la protection des données de santé, on n'a pas le choix d'avoir une messagerie qui est conforme à la réglementation. Et aujourd'hui, il n'y a que MS Santé. Donc, on ne peut pas se dire que on va utiliser nos propres outils déjà existants. Merci Fabrice. Et donc Pascal, de votre point de vue, quel canot vient remplacer la MS Santé? Est-ce que vous êtes un peu dans le même cas que Fabrice, ou est-ce que vous avez d'autres canaux? Oui, enfin, ça va remplacer le papier, ça c'est sûr. Hein. Par contre, il est vrai que ça impose à nos professionnels internes à utiliser un seul et même outil. Donc, ça unifie aussi la façon de relier des professionnels de santé externes et assurer un gage de qualité et de sécurité. Voilà. Effectivement. Merci pour ce beau retour. Alors, on a une quatrième question. Est-il facile pour les professionnels des ESMS de savoir quand il faut utiliser la MS Santé ou un mail classique? Alors, c'est une bonne question. Alors, peut-être Pascal. Alors ça, c'est facile. C'est plutôt que c'est une question de beaucoup de procédures et de règles internes. Tout ce qui est issu, du dossier de l'usager informatisé doit prendre un canal MS Santé, enfin un canal sécurisé, que ce soit MS Santé ou le DMP. C'est une règle qui est imposée. Ensuite, les échanges qui seraient faits via le téléphone sont toujours possibles, mais restent de point à point, quoi. Ne sont pas partagés avec tous les acteurs. Voilà. Merci Pascal. Fabrice, un petit quelque chose à ajouter par rapport à ces deux canaux? Non, rien de particulier. C'est assez clair, oui, je pense. Oui. Ok, alors on répondra aux autres questions par la suite et on va avancer un tout petit peu. Alors maintenant, nous allons parler du déroulement du raccordement à MS Santé pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, première question, quelles sont, selon vous, les grandes étapes d'un raccordement à MS Santé? Quelle organisation projet a été mise en place et comment embarquer les partenaires dans le projet? Alors, Pascal, c'est à vous. Ok. Alors, les grandes étapes, il y a une sorte d'acculturation, comprendre, déchiffrer ce qui était demandé. L'organisation, il faut beaucoup être assis. Enfin, on va dire que nous, on était précurseurs, donc on a eu besoin d'assistance, d'accompagnement de l'ARS. Ça, c'est un point particulier. Embarquer les
du projet. Alors, c'est surtout marquer nos projets. C'est plutôt ça, de s'assurer que une dépose finalement a une utilité, un usage derrière. C'est bien beau de pousser de l'information hein, ou des messages, mais encore faut-il qu'il soit utilisé par qui se trouve à l'autre bout de notre. Voilà. Merci Pascal. Fabrice. Je vais être un peu plus technique. Expérience. Parce que c'était aussi le volet de la démarche pilote, c'est-à-dire pouvoir permettre de faire une capitalisation de la démarche de raccordement pour aider les autres MDPH quand il va y avoir un déploiement national. Faut savoir déjà que, contrairement aux ESMS, les MDPH n'ont pas de finesse. Donc, il y a déjà une première étape, c'est d'avoir le dépôt du numéro finesse pour les MDPH. Ensuite, il y a la question technique à proprement parler, c'est-à-dire qu'un MS Santé, c'est un environnement qui peut être délivré par divers opérateurs. Et donc, ces opérateurs, nous, on y viendra, mais nous, c'est le grade, je ne sais plus comment, quelle est la définition, quel est que veut dire le sigle, mais bon, c'est le porteur de l'e-santé au niveau régional, des SI e-santé au niveau régional. Donc, nous, c'était lui, notre opérateur, avec notre interlocuteur technique avec un opérateur derrière qu'il avait choisi. Alors, il y en a différents. Alors, au niveau technique, il faut bien penser qu'il peut y avoir différents modèles, soit un modèle qui s'intègre dans notre messagerie professionnelle, donc on peut être dans Outlook, mais faut-il que ça soit compatible? Il se trouve que nous, notre administration fonctionnelle de Outlook, avec les droits qui ne pouvaient pas être... on ne pouvait pas l'intégrer dans Outlook, donc on a forcément le service web. Donc ça c'est une étape importante de faire le point technique par rapport à ça. Ensuite, il y a la démarche de voir pour quel usage quels sont les usages qu'on va en avoir, travailler avec les professionnels pour savoir quels usages ils vont en faire. Et après, l'étape suivante, c'est le raccordement à proprement parler. C'est toute la démarche technique, l'ouverture des comptes, la déclaration des comptes, les professionnels qui ont un numéro RPPS et ceux qui n'en ont pas, donc il faut qu'on puisse, ils sont habilités par la réglementation, donc il faut leur obtenir un numéro RPPS+. Donc ce sont des étapes qui demandent un peu de temps. Et après, il y a toutes les démarches de déploiement avec les partenaires. Et quelle organisation de projet est mise en place, comment embarquer les partenaires. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est toute notre problématique. Mais on y reviendra dans des questions suivantes, mais effectivement, l'une des étapes aussi, c'est regarder s'il y a déjà des partenaires raccordés. Voilà, pour ma part. Effectivement, c'est un point important. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va avancer les questions et puis on répondra, on va avancer sur la présentation et puis on répondra aux questions en fin de section. Donc, deuxième question, quel fut le coût de votre raccordement à MS Santé et avez-vous bénéficié de solutions de financement? Alors, Fabrice, peut-être, vous pouvez continuer. Ça va être rapide. Comme on est passé par le grade en tant que MDPH, le coût a été 0 et pas besoin de solution de financement. C'est juste la convention avec le grade, qui est un groupement d'intérêt public sous financement de l'ARS. Ok, effectivement, c'est simple. Et Pascal, de votre côté, comment s'est déroulé le financement? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, nous. Premièrement, parce que le grade sur Normandie ne propose pas encore cette solution. Donc, on était plutôt précurseurs. On a un financement global, nous, pour le dossier unique de l'usager informatisé, et pas spécifiquement pour la messagerie de santé sécurisée.
mais on a un coût, on va dire, on a exactement comme précédemment, un coût avec on va dire, un hébergeur de santé externe, hein, donc celui qui nous fournit les boîtes aux lettres sécurisées, hein, qui est pour notre cas Innovacom. Donc, c'est des contrats, on va dire, d'abonnement, hein, à une plateforme sécurisée sur lequel on dépose nos messages sécurisés et qui les envoie aux professionnels de santé ou à la messagerie sécurisée de l'usager dans son espace santé de citoyen. C'est un coût approximatif. Tout dépend, en fait, ça dépend du nombre de boîtes aux lettres. Nous, on a une boîte aux lettres, pour faire technique, un peu applicative. Donc, c'est notre solution éditeur qui discute en direct avec cette boîte aux lettres applicative du logiciel, en fait, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est par là que passent les messages, quoi. Et on a une boîte aux lettres organisationnelle dans laquelle c'est le receveur du message qui peut nous répondre. Donc, pour faire clair, on a une boîte aux lettres qui émet et une boîte aux lettres qui reçoit. Et tout ça pour la modique somme de 10 000 € par an. Loin d'être gratuit. Ok, en effet, donc deux situations très différentes. Alors, oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai des petites coupures, des micro-coupures de connexion. Donc, oui, des situations très différentes liées au contexte régional, finalement. Dans un cas, on a un grade opérateur et dans l'autre cas, le grade n'est pas ou pas encore opérateur. Merci pour ce retour. Alors, toujours sur le déroulement du raccordement, quels conseils donneriez-vous à des pairs pour se lancer dans le projet? Quels sont les leviers à activer pour le déploiement et le développement des usages? Alors, on va peut-être continuer avec Pascal. Alors, oui. Les conseils, c'est de se faire accompagner donc, par le grade et par l'ARS, hein, qui sont eux qui ont une vision et qui sont agiles avec ces nouveaux outils, hein, et qui ont aussi les bons contacts pour trouver le bon interlocuteur, notamment quand ils n'offrent pas ces solutions en interne. Pour activer le développement des usages, en fait, là, on revient sur nos professionnels de santé. On ne va pas dire qu'ils sont… pour eux, c'est toujours une charge de travail supplémentaire. Donc, il y a deux façons de… Nous, on l'a abordé de deux façons. De déployer des choses de façon automatique dans la messagerie de santé. Donc là, on déploie nous de façon automatique à chaque sortie d'un usager par exemple vers un hôpital, on édite, alors de façon, ça c'est virtuel, un dossier de liaison d'urgence, hein, qui part automatiquement dans le DMP et dans la messagerie santé de l'usager. D'accord ? Donc ça, ça nous permet une alimentation automatique de cette messagerie de santé et donc de déployer des usages. On est en cours de déploiement et ensuite en cours de déploiement pour viser des professionnels de santé externes, donc avec, on va dire, un répertoire national, hein, et là, c'est chaque professionnel de santé qui visera le professionnel externe, comme je le disais auparavant. Donc, deux façons de faire. Une façon vitale sur le DLU et qu'on fait en automatique, et une façon manuelle à l'initiative du professionnel de santé vers par exemple, son médecin préféré. Ok, merci Pascal. Et donc Fabrice, à vous pour le déroulement du raccordement. Alors, faut imaginer que le raccordement technique, purement technique, entre le moment où on dépose son nom de domaine pour la boîte MS Santé et le moment où tous les comptes sont ouverts et qu'on peut utiliser la boîte, il faut compter environ 2 mois.
Donc ça, on peut le faire à tout moment. Après, pour le développer les usages en interne, après c'est le choix en fonction de la structure qui va sur l'institution qu'on est, mais je pense que le principe, c'est déjà d'aller voir et vérifier que si les partenaires, nos partenaires habituels sont raccordés. Avant de développer de se dire on va développer les usages internes et on va former toutes les équipes et les inciter à utiliser MS Santé. En fait, c'est le problème que nous on a aujourd'hui, c'est qu'on a fait tout comme il fallait bien. Tout le monde est formé, j'ai formé l'ensemble de nos équipes, ils ont tous leur boîte, sauf que derrière, on n'a pas d'interlocuteur. Parce que malheureusement, il y a un certain nombre de boîtes MS Santé qui existent. Donc, les ESMS, le taux de connexion, le taux de raccordement est extrêmement faible dans le département. 29% sur la région, mais moins d'1% pour le département. Donc, c'est amplement insuffisant. Et le 1% est quand c'est du médico-social raccordé à des établissements sanitaires hospitaliers. Et les établissements hospitaliers, en fait, on se rend compte que les personnels ont une boîte, mais ne s'en servent pas. Donc, finalement, on n'a pas d'interlocuteur. Donc, pour que les personnes s'en saisissent et puissent prendre l'habitude d'utiliser MS Santé, il faut qu'ils aient un interlocuteur derrière. Donc, il faut s'assurer que derrière, on en aura l'usage. Si on est sûr qu'on en aura l'usage parce que d'autres sont raccordés et sont prêts à dialoguer avec nous, il faut y aller. C'est le bon moment. Faut être proactif, mais pas trop l'être. Pas trop être en amont de la démarche. Sinon, on risque de perdre nos propres équipes et se dire, c'est un outil de plus, mais qui ne nous sert à rien. C'était le principal conseil que j'avais à donner. Et voilà. Alors effectivement, c'est un peu étonnant puisque dans les hôpitaux, souvent, ils sont raccordés, mais pour autant, ils n'utilisent pas forcément au quotidien. On a l'impression qu'ils sont exporteurs de données, de comptes rendus comme ça, de façon un petit peu automatique, mais ils ne vont pas utiliser ça dans leur relation avec l'extérieur. C'est un peu... Mais bon, donc il y a encore du travail. Alors, on va répondre un petit peu aux questions. On a beaucoup de questions. Alors, concernant le déploiement, pour le secteur de l'ESMS, quels sont les usages identifiés et à qui avez-vous fourni une boîte aux lettres MS Santé? Alors, peut-être Fabrice, si vous voulez enchaîner. Alors, c'est pour le secteur ESMS, peut-être pas pour l'MDPH. Pardon, oui, c'est vrai que donc c'est plutôt Pascal, désolé. Ok, alors ça, je vais faire simple. On n'a fourni aucune boîte aux lettres MS Santé. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une boîte aux lettres applicative, donc tous nos professionnels de santé utilisent notre outil DUI, notre dossier de l'usager informatisé. Donc, pour être plus précis, c'est la solution ImagoDU. Et c'est ImagoDU qui a une boîte aux lettres qui discute avec notre hébergeur de MS Santé. Et en contrepartie, on a une boîte aux lettres pour recevoir des réponses éventuelles. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'on écrit, nous, principalement dans la MS Santé de l'usager. Ou dans le DMP de l'usager. Comme ça, c'est un peu comme la carte vitale, au final. Quand on est à l'hôpital, chaque professionnel de santé peut accéder au DMP de l'usager via ses outils de connexion. Merci Pascal. Alors, je me repositionne sur les questions. Hop. Alors, je suis désolé. Hop. Alors, certains éditeurs envisagent l'intégration de la MS Santé à leur solution. Savez-vous où cela en est? Alors, cette fois-ci, Fabrice, peut-être? Je pense que la question se porte toujours
sur le milieu SMS, parce qu'effectivement, ils doivent mettre en place leur DUI et du coup, c'était l'intégration de MS Santé dans le DUI et donc nous, on n'est pas concernés par rapport à ça. Ok, vous n'avez pas de logiciel métier particulier qui est Ah concerné? non, on a on a un logiciel métier. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un SI tronc commun pour toutes les MDPH et toutes les MDPH avec trois éditeurs principaux différents. Mais aujourd'hui, il n'est pas prévu de lien avec une quelconque messagerie. C'est vrai, ça doit rester vraiment sur un usage interne avec l'échange de données. Mais c'est l'échange de données avec l'Éducation nationale, la CAF ou la CNSA par flux. D'accord, donc des usages bien particuliers. Des usages bien particuliers. Ok, très bien. Et du coup, j'avais une question à Pascal par rapport au fait de ne pas avoir choisi de faire de boîtes individuelles. Parce que nous, en tant que MDPH, en fait, on a plus une vision de pouvoir discuter avec nos partenaires du médico-social ou du sanitaire ou du social, hein, tous nos partenaires, surtout sur des situations individuelles et pouvoir échanger, faire de l'échange documentaire sur des situations individuelles et donc du coup, plutôt être sur du one-to-one. Et donc, nous, on a fait le choix de mettre des boîtes individuelles, mais du coup, pourquoi ne pas avoir fait le choix de pouvoir avoir un usage plus comme une boîte de messagerie, de boîte mail habituelle où on puisse discuter, mais du coup, on puisse discuter de données de santé. Alors, oui, ça, c'est un choix d'organisation, un choix de projet. Nous, en fait, notre outil c'est notre DUI. Ça, c'est simple. Et chaque professionnel a un compte d'accès au DUI, hein, donc on va dire un profil utilisateur, avec un rôle métier pour faire son travail de tous les jours. Les fonctions, on va dire, de MS Santé ou de DMP sont dévolues aux professionnels de santé, principalement, voire uniquement d'ailleurs. Et eux écrivent au travers donc de l'applicatif. Hein, et on n'attend pas forcément de discussion, de retour finalement. Hein. Le mail qui est envoyé ne permet pas de répondre directement. Hein. Il faut faire l'effort de répondre à l'adresse organisationnelle, donc qui est une autre adresse qui est mise dans le mail, bien évidemment, qui est transmise. Hein. Et ensuite, si vous désirez vous connecter, enfin discuter one-to-one avec professionnel à professionnel, c'est chaque professionnel qui est dans le répertoire national qui doit avoir une adresse MS Santé. Donc nous, c'est comme ça que c'est prévu. Oui, mais justement, c'est parce que du coup, par rapport à ce que vous évoquiez, c'est des choses qu'on va évoquer sur les questions suivantes, je le sais, sur ce qu'on a choisi comme balle. Mais il n'y a pas que les professionnels de santé qui, du coup, les textes ont prévu un certain nombre de personnes habilitées à pouvoir avoir une boîte aux lettres nominative et discuter dans la MS Santé, notamment les travailleurs sociaux, en fonction de leur lieu d'exercice aussi. On vous parle alors, ça ne vous concerne pas forcément, moi pas forcément non plus, mais c'est les assistants familiaux, par exemple, qui sont des professionnels, mais qui ne sont pas des travailleurs sociaux ni des professionnels de santé. Et du coup, voilà, après, c'est un choix. Mais finalement, moi, c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que MS Santé, aujourd'hui, là, dans les établissements sanitaires, aujourd'hui, ça a été beaucoup développé sur le volet envoi massif, notamment de comptes rendus médicaux ou automatisés de comptes rendus médicaux ou de comptes rendus de biologie. Finalement, le côté échange mail sécurisé, comme on utiliserait sa propre boîte mail professionnelle, en fait, c'est sous-estimé. Et pourtant, c'est super important parce que du coup,
nous, on ne va pas l'utiliser tout de suite, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir dialoguer avec l'usager, effectivement, via mon espace santé. Mais ça, c'est pour nous un projet ultérieur. Mais du coup, effectivement, les MDPH ont vocation, à mon sens, à avoir un intérêt à ce que les partenaires déploient les ESMS, ou je parle aussi pour le département en soi qui pourrait se raccorder aussi, à pouvoir dialoguer avec ces établissements, mais en one-to-one, pas juste être sur des choses un peu automatisées entre DU et DU, ou DMP. Enfin, c'est toute la force de MS Santé qui est, à mon avis, sous-estimée. Alors, je vais répondre. Ok, j'entends bien ça, mais revenons sur les coûts à mettre en œuvre derrière et le management de ces boîtes, la gestion de ces boîtes de sécurisées, quoi. Donc, je reviens peut-être sur une autre question où il y avait Outlook ou une messagerie quelconque, finalement, ça revient presque à un double emploi, quoi. Nous, pour 2 boîtes, on paye 10 000 euros. On a 500 professionnels. Je ne vois pas payer 500 boîtes aux lettres sécurisées pour un échange potentiel, avec une valeur ajoutée toute relative au regard de l'investissement qu'il faudrait y mettre. Oui, non, mais j'entends bien. Après, voilà, c'est tous les freins qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement, le frein financier est loin d'être négligeable aujourd'hui. C'est même le juge de paix. Eh bien, merci pour ces retours. On va passer à la suite sur le nerf de la guerre, les usages de la MS Santé. Alors, première question, quels sont les professionnels qui utilisent MS Santé au sein de votre structure et combien de boîtes aux lettres avez-vous et de quel type? Alors, Pascal, c'est à vous. Alors, combien de boîtes aux lettres et de quel type? Bon, j'ai répondu, on en a 2, une qui émet et une qui reçoit. Les professionnels qui l'utilisent sont des professionnels de santé de type infirmier, psychiatre, psychologue. Hein. Voilà, je veux dire que on est autour d'une cinquantaine de professionnels, comme ça à la louche. Mais je n'ai pas le chiffre exact. Voilà. Ok. Et Fabrice, côté MDPH? Alors, aujourd'hui, les comptes existent, hein, mais ça reste très théorique dans les usages, puisque pour l'instant, on n'a pas eu même on n'a pas réussi à trouver d'interlocuteur dans notre annuaire qui soit raccordé ou qui utilise la boîte. Pour dire, la boîte permet de pouvoir se mettre sur une liste rouge ou pas. Et pour un exemple, le centre hospitalier universitaire régional a choisi d'être accordé à MS Santé, mais d'être sur liste rouge, donc on ne peut pas les trouver sur l'annuaire. Donc, ils ne communiquent pas à l'extérieur. Vous voyez, quels sont les freins qu'on peut avoir. Donc, nous, on a choisi d'avoir des boîtes nominatives, justement, de pouvoir échanger de one-to-one. On a des infirmiers, psychologues, médecins, ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés. Tout cela, c'est d'après le Code de l'action sociale et des familles, de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, pardon, sont autorisés au niveau de la MDPH à avoir des échanges via MS Santé, sont des personnes habilitées. Alors, il y en a certains, comme les éducateurs spécialisés, ne sont pas prévus au registre RPPS. Donc, du coup, on doit les inscrire au RPPS+, avec un conventionnement avec l'ANS. Et dès que ça sera fait, ils pourront avoir leur propre boîte nominative. Et de l'autre côté, on a créé 3 boîtes fonctionnelles. Alors, 3 boîtes fonctionnelles qui existaient déjà via un Outlook. On leur a donné le même nom et c'est adossé à ces boîtes-là via version MS Santé. C'est que pour pouvoir permettre, lorsque un ESMS nous envoie un bilan annuel, ça puisse nos services administratifs qui habituellement les reçoit et les numérise pour les mettre dans le dossier, dans la gestion
électronique documentaire, qu'ils puissent le faire comme ils le font habituellement, que ça ne passe pas par un tiers qui soit un infirmier, un médecin, et qui soit obligé de le retransférer en interne. Donc, ça arrive directement dans la boîte fonctionnelle pour que ça puisse être fait par le service administratif concerné. Voilà quels sont les professionnels qui sont prévus dans nos usages. Super. Alors maintenant, quels sont vos principaux usages? Par exemple, les documents échangés, avec qui ou avec quelle fréquence? Eh bien, peut-être Fabrice, si vous voulez enchaîner. Du coup, on restera théorique. On aimerait avoir tous nos échanges quotidiens qu'on a avec les établissements quand ils nous envoient des bilans médico-sociaux, qu'on puisse le faire soit sur la boîte fonctionnelle, soit sur les boîtes nominatives de manière quotidienne, ou les échanges nos médecins avec les médecins libéraux. Mais c'est pareil, les médecins libéraux, on utilise leur boîte MS Santé. Des fois, ce n'est même pas MS Santé, c'est sur une boîte sécurisée, mais qui ne sont pas MS Santé. Ils ont l'habitude de recevoir les résultats de biologie médicale par là, mais pas de communiquer avec. Mais on aimerait bien qu'on puisse pouvoir communiquer avec eux, nos médecins, avec les médecins libéraux ou d'autres. Voilà l'usage qu'on souhaite en faire, hein, mais pour l'instant, effectivement, ça reste la difficulté, le frein principal qu'on peut avoir. En effet. Et donc, Pascal, vous, par contre, vous utilisez activement? Oui, enfin, nous, on l'utilise, comme je disais, pour le transfert automatique des dossiers d'urgence, de liaison d'urgence. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est tout usager qui sortirait de... Merci beaucoup, monsieur Estimol. Et on transfère d'autres documents, donc à l'initiative du professionnel de santé, tels que des bilans biologiques, des certificats de vaccination et autres, tout ce qui a trait en fait au médical, bien évidemment. Et l'objectif, c'est pareil, c'est bien de transmettre la totalité, ou de recevoir d'ailleurs la totalité de ce qui est fait, on va dire même des comptes rendus médicaux en externe sur un médecin de ville, de le recevoir directement par notre messagerie, ou soit par cette messagerie ou par un canal, mais, plutôt que de le retranscrire, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et dernière question, est-ce que les gens sont satisfaits de MS Santé dans votre organisation? Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez identifiées pour optimiser l'adoption et l'utilisation de l'outil? Alors, ça va être Pascal, et puis... Alors, les gens sont satisfaits, oui, pour la plupart, on va dire, hein, notamment les infirmiers, parce qu'ils ont déjà pour des cartes ICPS qui leur permettent de mieux comprendre quels étaient les attendus et l'objectif, en fait, parce que c'est surtout ça, quoi, qui est important, c'est de voir la finalité. Ça a permis de revoir aussi nos procédures, hein, pour les harmoniser. L'ADAPI de l'Orne, c'est une trentaine de sites, hein, avec plusieurs structures différentes de travail, d'enfance, de foyer de vie, etc. Donc, ça nous a permis de revoir et de faire adopter des nouvelles façons de travailler, hein, et finalement de déployer des outils numériques performants. Merci Pascal. Et donc du coup, Fabrice, il me semble que vous nous aviez évoqué aussi le fait que la mise en place de MS Santé vous avez un petit peu incité à voir un petit peu vos procédures internes et à réfléchir, à avoir une réflexion sur le secret de l'information. Oui, complètement. En fait, par le biais de l'outil, on était en réflexion sur la gestion en interne des habilitations, sur les différents documents qu'on peut recevoir au niveau secret médical, parce que bon, on reçoit les documents principalement par les usagers, ils nous les remettent, on nous les remet en main propre à des agents administratifs, on nous les remet par voie postale, après on numérise. Donc il faut que ces personnes soient habilitées à pouvoir
le recevoir et le mettre et le numériser, mais après, ils ne doivent plus être habilités à le consulter et à l'analyser. Et d'autres personnes sont habilitées pour cela. C'est les personnes qu'on connaît de l'équipe pluridisciplinaire et professionnels de santé, notamment, les travailleurs sociaux, prévus par les textes. Et ça, pour le coup, il fallait qu'on travaille sur nos procédures par rapport à ça. Et le fait d'intégrer MS Santé dans nos outils nous a conduit à justement pouvoir finaliser toutes ces procédures liées à la RGPD, au secret professionnel et médical. Il fallait qu'on finalise. On ne peut pas avoir un outil qui répond au texte et avoir des pratiques d'utilisation qui ne le sont pas. Donc voilà, ça c'était un levier. Après, effectivement, les collègues voient MS Santé comme un outil qui pourrait être très très intéressant, mais qui pour l'instant, ça reste encore très théorique. Merci Fabrice. Et alors nous accueillons du coup Marie-Laure qui nous a rejoint. Merci de vous être connectée, Marie-Laure. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette dernière question? Oui. Bonjour à tous. Excusez-nous de ce problème de connexion qui nous a fait participer un petit peu tardivement, mais nous tenons vraiment à apporter notre témoignage sur cet outil. Je suis en présence de Madame Myriam, la directrice générale. Bonjour à tous. Et Madame Couvin, donc. C'est vrai que nous voudrions apporter notre témoignage ici au niveau de la Guadeloupe. La caméra. Sur nos usages de la messagerie sécurisée. Nous sommes un groupement d'intérêt public qui portait d'emblée la plateforme territoriale d'appui, puis maintenant le DAC et le DSR en périnatalité. Et la messagerie, donc d'emblée, dans le cadre de la plateforme territoriale d'appui et des activités des réseaux de Guadeloupe, parce qu'ils étaient également intégrés au sein de l'établissement, nous avions un travail particulier, une pratique particulière avec les médecins généralistes. Et la question du secret professionnel, la question également de la communication était une question très prégnante. Et nous avions eu des séances de travail avec l'URPS de manière à s'entendre sur les échanges de données, les informations personnelles des patients et des usagers, des personnes d'une manière générale. Donc, d'emblée, c'était tout à fait naturellement que la messagerie, la MSS Santé a fait l'objet d'une véritable campagne auprès des médecins adhérents au groupement et l'usage s'est rapidement développé, mais nous avions eu un concours de circonstances également avec le GCS 97.1 Archipel qui vraiment, dans un partenariat commun, nous avons pu vulgariser cette pratique MS Santé. Et donc, une réactivité et une réponse tout de suite aux préoccupations des professionnels, c'était pas si évident au début, alors qu'il y avait une vraie demande de leur part, c'était pas évident, mais lorsque les médecins généralistes ont compris que nous avions déjà un usage intéressant, il y avait une personne ressource au niveau du GCS. Le GCS est juste au-dessous, c'est au rez-de-chaussée de notre immeuble. Donc, vous voyez bien qu'en termes de réactivité, soit nous descendions ou il remontait, on aidait pratiquement le professionnel à s'installer. Après, à installer cette solution, les infirmiers, le médico-social s'y est pris. Et puis, nous avons mis en place une charte où nous avions demandé à chaque opérateur de véritablement, donc dans un premier temps, nous répondions à la demande parce qu'il faut aller vite parfois pour la prise en soin d'un patient, mais rapidement également pour la gestion véritablement du dossier lorsqu'il y avait à faire, on n'exigeait pas, mais on poussait, on incitait véritablement dans un compagnonnage très, très appuyé à pouvoir avoir au moins une personne ressource dans l'établissement pour qu'il y ait la messagerie sécurisée et pour
faciliter la diffusion et l'information. Les professionnels ont adhéré. D'abord les médecins traitants, après les infirmiers, après comme une tache d'huile, au fur et à mesure, tout le monde y a contribué. Et puis c'est devenu une valeur sûre derrière. J'ai envie de dire, bon, vraiment, c'est parce qu'il y a eu également un gros concours de circonstances où le GCS s'installait, ils sont à proximité et ils interviennent tout de suite auprès d'eux. Donc ça nous a véritablement facilité les choses. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour, effectivement. Et puis, c'est intéressant de savoir aussi que vous avez travaillé avec l'URPS. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'Union régionale des syndicats des professionnels de santé. Et c'est vrai que pour… J'imagine ils sont membres du conseil d'administration du groupement, donc partie prenante donc, de cette affaire. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour ce retour. On va peut-être terminer avec une question importante. J'ai vu sur l'intégration avec le DUI qui a l'air de revenir assez souvent. Donc, comment est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est simple d'utilisation et est-ce que ça apporte un vrai plus par rapport à avoir une solution séparée avec Outlook d'un autre côté? Est-ce que vous souhaitez témoigner sur cet aspect? Vous pourriez répéter la question, la cerner un peu mieux? Oui, alors c'était une question sur l'intégration avec le logiciel métier, le DUI. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça apporte un plus par rapport à une solution où on a d'un côté le logiciel métier, puis de l'autre une messagerie type Outlook? Ok. Ça permet d'avoir, pour un professionnel, quel qu'il soit, d'avoir ce que j'appellerais moi un guichet unique pour travailler, quoi. On est sur un dossier de l'usager, on travaille sur tout un tas de documents, peu importe, qui sont dans le dossier de l'usager, et ça permet de le transférer de façon sécurisée, sans sortir de son environnement de travail, quoi. Et c'est ça qui est important, en fait. On va dire que tout dépend de l'outil qui est pris. Moi, j'en connais un, ImagoDU. Sur chaque fiche, vous avez un bouton MSS Santé qui permet automatiquement de transférer le document sur lequel on est et de l'adresser soit directement à la messagerie de santé sécurisée de l'usager, soit à une messagerie sécurisée d'un professionnel de santé qui serait dans l'annuaire national. Donc, ça rend l'information plus fluide puisqu'on n'a pas besoin de quitter, de switcher entre divers outils. Et puis Outlook n'est pas un environnement certifié sécurisé, tout du moins, au sens santé du terme. Et puis, alors, j'ai peut-être une dernière question sur donc la MS Santé sera-t-elle intégrée dans Via Trajectoire? Alors, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse. Je ne pense pas parce que ce n'est pas l'objet de Via Trajectoire. Ce n'est pas l'objet de Via Trajectoire d'être sur l'échange des données de santé entre professionnels. Ce n'est pas l'outil. Ok. Eh bien, alors, merci beaucoup pour votre intérêt. On a beaucoup de participants et donc énormément de questions. Ah oui, excusez-moi. Allez-y, Marie-Laure. Si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. Excusez-moi, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, on a eu un petit souci de son, on n'a pas bien entendu. Oui, la question concernait Via Trajectoire et donc M. Philippon disait que ce n'était pas vraiment le but d'échanger des données de santé via cet outil. Et alors malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et donc on va essayer de noter toutes les questions qui ont été posées et puis peut-être de les redistribuer. Et en tout cas, ça donne envie peut-être de refaire une séance d'1 heure parce que finalement, on a eu énormément d'intérêt. Et c'est super. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants, Pascal, Fabrice et Marie-Laure, et puis à vous, participants.
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et bon courage dans la e-santé et dans la MS Santé. Et à très bientôt, j'espère. Merci pour votre intérêt. Au revoir. Merci à tous.